second tiers du XVIIe siècle, la peinture française est marquée par un style nouveau, fondé sur les modèles italiens et mettant au centre des œuvres la rigueur des sources, des compositions et du dessin. C'est l'atticisme. Alors le terme d'atticisme est assez récent, il faut savoir qu'il s'est imposé depuis 50 ans. C'est Bernard Dorival qui travaillait à ce moment-là sur Champaigne qui l'a proposé, et Jacques Tuillier, qui est le grand XVIIe, le grand spécialiste de la peinture française, l'a repris. Et ça fait référence à l'Antiquité, à un courant de rhétorique classique, de rhétorique extraordinairement épurée, par contraste avec ce qu'on appelait l'asianisme, c'est-à-dire une rhétorique beaucoup plus enflée, beaucoup plus passionnée. Donc l'atticisme, c'est une rhétorique retenue, l'asianisme, une rhétorique très enflammée. Et on a transposé ça à la peinture pour décrire un courant qui s'impose dans les années 40-50, c'est 2 décennies essentiellement, les années 40-50, 1640-1650, avec quelques critères stylistiques qu'on retrouve dans tous ces tableaux, qui sont une composition soigneusement posée en perspective et les règles de la perspective soigneusement observées. Donc c'est mathématique, l'atticisme. Ensuite, des couleurs très claires qui rendent les compositions très lisibles. Ensuite, une touche très lisse, pas d'effet de matière, pas d'empattement. Et puis, la prééminence de la ligne. C'est vraiment la ligne qui dessine le sujet et pas le coloris. Donc vous voyez, ces critères formels donnent une forme de classicisme raffiné, épuré. Le coloris, j'en parlais, il est assez subtil, c'est souvent des tons un peu pastels, et donc il y a un raffinement aussi dans le coloris. Quelque chose qui a peut-être aussi une consonance féminine, une sorte de classicisme au féminin. En tout cas, l'un des courants les plus fascinants de la peinture française du XVIIe siècle. Parmi les grands représentants de ce style, un artiste, peut-être plus que les autres, mérite d'être nommé, Laurent de La Hire. En 1639, il peint l'aveuglement des habitants de Sodome, qui présente de nombreuses caractéristiques atticistes. Alors c'est un tableau assez extraordinaire qui est très tôt, c'est 1639, peint pour le chancelier Séguier. Chancelier, c'est un personnage très important dans l'État, c'est aussi le mécène de Charles Lebrun, donc un personnage important. Et l'atticisme, on le lit traditionnellement au séjour de Nicolas Poussin, le grand maître du classicisme, et le séjour de Poussin c'est 1640, 1642, là on est plus tôt. Et on voit que c'est déjà articiste, car ce tableau répond à tous ces critères, vous voyez cette perspective, elle est extraordinairement complexe. D'ailleurs, il y a un talent mathématique de La Hire qui n'est pas anodin, puisque son fils va devenir un grand mathématicien, un membre de l'Académie des sciences. Il y a une histoire qui est clairement racontée, avec des personnages, avec le trait qui prédomine, une histoire lisible, et puis aussi le raffinement de la ligne, raffinement du coloris. Regardez ces contrastes entre le violet et le bleu, des tons un peu changeants. Donc on a un tableau qui répond parfaitement aux critères de l'atticisme et qui est de la fin des années 30. Ce qui veut dire que ce mouvement précède même la venue de Poussin, et on pourrait dire que Poussin l'a consolidé, a permis que ce courant devienne un courant majeur, avec des artistes comme La Hire bien sûr, mais aussi Le Sieur, mais aussi Champaigne, mais aussi Stella, et Poussin, maître, je dirais, parrain en quelque sorte de l'atticisme. Quel récit Laurent de La Hire met-il en image? Alors c'est une histoire absolument fascinante. C'est Lot qui reçoit 2 anges à Sodome, et les habitants de Sodome, qui sont frappés par la beauté de ces anges, veulent que Lot les laisse sortir et profiter de manière, en convoitant, de manière très charnelle, de la beauté de ces anges. Et évidemment, ces désirs désordonnés appellent une condamnation divine, et c'est ce qui est suggéré dans le tableau de La Hire d'une très belle manière. On voit Lot, on voit les anges, et on voit les habitants de Sodome qui sont déjà mis à mal et aveuglés par ordre de Dieu, et même la destruction totale de leur cité qui est annoncée alors d'une manière particulièrement subtile et puissante. Ce sont des fourmis. Vous voyez, il y a une sorte de trou dans ce belle architecture, belle perspective, belle mise en scène, particulièrement convaincante. Il y a un trou au milieu de la composition, et de ce trou sortent des fourmis qui prolifèrent sur le dallage.
Et les fourmis sont un symbole lié à l'histoire égyptienne, lié au succès d'un ouvrage qui est les hiéroglyphiques de Valériane, une sorte de code symbolique et allégorique qui dit que la fourmi est un symbole de mort. Pourquoi ? Parce que la fourmi habite, c'est ce qu'on considère, dans les profondeurs de la Terre, et donc l'émergence de ces fourmis, leur prolifération, annonce la mort, c'est-à-dire la destruction à venir de Sodome par décision divine. En 1640, Nicolas Poussin rentre en France et marque par son art la peinture française. Quelle est sa place dans ce développement de l'atticisme ? Alors il y a un lien qui est directement lié au séjour de Nicolas Poussin en France, à Paris, entre 1640 et 1642. Qu'est-ce qui se passe ? Poussin a acquis une renommée incroyable à Rome, et il y a cette montée en puissance de la monarchie avec Richelieu, avec Sublet de Noailles qui devient surintendant des bâtiments et qui veut appeler les meilleurs peintres italiens en France, et tout d'abord Nicolas Poussin. Et il a du mal, Poussin rechigne, mais il finit par accepter, et il arrive en 1640 pour devenir le premier peintre du roi, c'est-à-dire diriger tous les chantiers monarchiques, c'est-à-dire peindre des grands tableaux religieux, grands tableaux décoratifs, donner des dessins pour l'imprimerie royale et aussi diriger les grands décors, et peindre aussi pour Richelieu, car il ne faut pas oublier la figure de Richelieu, une rencontre entre Poussin et Louis XIII, mais surtout Poussin et Richelieu, et ce tableau, il est peint pour Richelieu, pour le palais cardinal, juste en face du Louvre, et pour un plafond. Et que montre-t-il ? Il montre ce qui se passe un peu avec Poussin d'ailleurs pendant ce séjour français, c'est-à-dire qu'il est le premier peintre, il a pris la prééminence à Vouet, et il subit du coup les jalousies, les attaques de Vouet, de ses cercles, finalement de tous les artistes qu'il a dépossédés de leur puissance ici à Paris. Il représente donc le temps qui enlève la vérité au ciel avec une grande clarté, donc un classicisme lié à l'atticisme. Ce classicisme qui, chez Poussin, est vraiment un désir de perfection. Il recherche un point de perfection, une peinture, vous voyez, en quelque sorte intemporelle, qui parle au siècle et au siècle, où rien ne peut être bougé sans rompre une sorte d'équilibre parfait, de lisibilité parfaite. Donc ce qu'on lit, c'est cette vérité, vous voyez, valeur immortelle. C'est une jeune femme nue, sublimement belle, qui est portée par le temps, elle est dévoilée par le temps, et le temps la fait échapper aux atteintes de l'envie. Vous voyez, cette femme verte, avec ses cheveux de serpent, qui fait peur, affreuse, et puis la discorde. Donc ça, l'envie, la discorde, c'est ce que Poussin subit à Paris, et il rêve d'y échapper comme la vérité y échappe. Et effectivement, parmi tous les grands chantiers qu'il mène, il y a des choses qui vont rester, tableaux qui sont ici au Louvre. Au Louvre, il faut penser aussi à la Grande Galerie, car c'est l'un des enjeux majeurs pour la monarchie, faire terminer le décor de l'immense galerie qui longe la Seine, la Grande Galerie. Poussin donne les dessins, et une équipe travaille sur ses ordres, mais malheureusement ce décor disparaîtra à la fin du XVIIIe siècle. Il n'en reste que quelques dessins préparatoires, et puis une image assez complète sur une petite tabatière, qui est la tabatière du duc de Choiseul, et que ici au Louvre on essaye d'acquérir par un appel au mécénat participatif, c'est-à-dire qu'on a besoin des dons, de vos dons, pour acheter cette petite tabatière et acheter cette parcelle du Louvre de Poussin. Voilà ce qui est important à dire, et dire encore que Poussin en a eu assez de ces intrigues, on a eu assez d'avoir le pouvoir et de diriger. Il était porté vers une vie plus philosophique, c'est-à-dire une vie plus en retrait. En fait, il voulait être plutôt spectateur qu'acteur du tumulte du monde, et il a refusé finalement tous ces honneurs en prenant prétexte de la maladie de sa femme, qui était restée à Rome, pour retourner à Rome et ne plus revenir. Eustache Le Sueur, d'abord élève de Simon Vouet, est particulièrement marqué par la manière de Poussin et par l'atticisme. Il s'en inspire dans ses œuvres, comme dans la prédication de saint Paul à Éphèse.
Alors là, on est presque 10 années après la réunion d'amis et progressivement, Eustache Le Sueur s'est éloigné de son maître. Hein. Il s'est échappé à l'emprise, car c'est véritablement une emprise de Simon Vouet, qui est une figure artistique vraiment très forte et très dominante. Et Le Sueur a cherché à acquérir un style personnel, un style lié à l'atticisme, donc un style où il y a vraiment un souci de clarté qui prédomine, et il va s'imposer progressivement jusqu'à obtenir les commandes les plus prestigieuses, c'est-à-dire la commande des Mets de Notre-Dame. Ici, c'est un Mets qui est commandé l'année 1649. Qu'est-ce qu'un Mets ? Alors les Mets de Notre-Dame, c'est très important, ce sont des tableaux qui sont commandés par une confrérie liée à la Corporation des Orfèvres, la confrérie Sainte-Anne et Saint-Marcel. Chaque 1er mai, ils commandent depuis le milieu du XVe siècle d'abord des tabernacles et des petits tableaux, appelle Petit Mai, puis à partir de 1630, qui est une date très importante, des tableaux monumentaux. Vous voyez, des tableaux comme celui-ci, c'est-à-dire 4 mètres de hauteur, plus de 4 mètres de hauteur, sur le sujet d'abord des Actes des Apôtres et ensuite de la vie du Christ. Et ces tableaux vont être placés chaque année dans la cathédrale Notre-Dame, alors dans les chapelles et aussi sur les piliers de la nef, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la cathédrale Notre-Dame entièrement recouverte de tableaux. Vous voyez, on ne voyait plus la belle architecture gothique, on ne voyait que des beaux tableaux du XVIIe siècle, dont évidemment Le Sueur. Alors là, il choisit de représenter un passage des Actes des Apôtres qui est Saint Paul prêchant en Grèce, à Éphèse, donc c'est la rencontre des deux univers, l'univers chrétien, christianisme naissant, la figure de Saint Paul et la tradition classique, la Grèce antique. Et ce que montre Le Sueur, c'est que cette parole de Saint Paul, vous voyez, cette figure qui est frontale, presque dans l'axe de symétrie du tableau, qui lève le doigt, c'est-à-dire qui reprend le geste de Raphaël dans l'école d'Athènes, donc un modèle classique que Le Sueur reprend, et une composition pyramidale qui s'inscrit dans la profondeur, mais extraordinairement structurée, une peinture à lire, puisque ce que dit Saint Paul, c'est la parole du Christ, et il convainc les philosophes grecs à tel point qu'ils décident eux-mêmes de brûler leurs livres, car ils pensent que leur savoir n'est rien auprès du nouveau savoir, de la nouvelle sagesse que leur propose Saint Paul. Donc c'est vraiment un tableau à lire, vous voyez, qui se déploie dans la profondeur, mais qui est merveilleusement structuré, une belle narration, et surtout cette figure très puissante de Saint Paul. Quelle est l'influence de Raphaël sur le style atticiste ? Il y a un succès de Raphaël majeur dans ces années 1640-1650, par différence avec Michel-Ange, qui a aussi fasciné, vous savez, qui est le grand inspirateur du courant qu'on appelle aujourd'hui maniériste. Eh bien, dans la France du milieu du XVIIe siècle, c'est Raphaël qu'on préfère à Michel-Ange, c'est le modèle raphaëlesque qu'on médite, dont on s'inspire, modèle raphaëlesque souvent transformé par le biais d'artistes italiens du XVIIe siècle, comme les Carasch, ou d'artistes étant entre la France et l'Italie, comme Nicolas Poussin. Parmi les grands ensembles peints au XVIIe siècle, la vie de Saint-Bruno, par Eustache Le Sueur, occupe une place particulière. Alors ce cycle de la vie de Saint-Bruno, c'est une des œuvres les plus mythiques, hein, absolument mythiques de Le Sueur, qui était extraordinairement admiré. Donc au XVIIIe siècle, par exemple, lorsque Diderot, qui était passionné de peinture, jugeait que l'art était décadent, il disait « mais où est Poussin, où est le testament de Damidas ?» Et il avait raison. Et où est la vie de Saint-Bruno? Donc il réclamait que les artistes s'inspirent de ce cycle pour régénérer la peinture. Et finalement, une des raisons pour lesquelles l'ensemble a été acheté pour Louis XVI dans les années 1770. Et ensuite, les éléments du cycle ont été transposés de bois, ils étaient peints sur bois,
sur toile. Donc une opération assez lourde qui les a fragilisés. Et aujourd'hui, il faut vraiment venir les voir dans cette salle. C'est un cycle donc, qui raconte toute l'histoire d'un saint, Saint Bruno. Et ce cycle était montré à l'origine dans la Chartreuse de Paris, qui était à l'emplacement actuel du Jardin du Luxembourg. Il ne reste plus rien, mais à l'époque, on pouvait y accéder, on pouvait se promener dans le cloître et admirer toutes ces compositions qui ont une logique évidemment d'abord narrative, donc la vie d'un individu, la vie d'un saint, Saint Bruno, et ça commence avec sa vocation. Le premier tableau, l'un des tout premiers, le deuxième tableau, c'est le jeune Saint Bruno, vous voyez, qui est ici, et qui assiste à la mort d'un personnage qui décide de sa vocation religieuse, qui est Raymond Diocrès. Et tout le monde pense que Raymond Diocrès est un saint, car c'est un merveilleux prédicateur, il fascine tout le monde par la parole, mais il y a un petit indice qui montre au moment de sa mort que ce n'est pas le cas, c'est le petit diable qui est juste derrière lui, et qui est penché, qui s'apprête à saisir l'âme de Raymond Diocrès au moment où elle va s'élever vers le ciel. Donc c'est un personnage qui était maléfique. Maléfique et condamné par Dieu, et c'est effectivement ce que montre l'épisode suivant. L'épisode suivant, c'est les funérailles, et qu'est-ce qui se passe au cours des funérailles? Le cadavre se redresse. Donc là, le Sueur nous fait entrer dans le retour des morts vivants, puisqu'il se redresse pour crier 3 fois « Je suis jugé par le juste jugement de Dieu ». Donc vous imaginez des funérailles, le cadavre qui se redresse et qui se met à hurler « Je suis jugé par le juste jugement de Dieu ». Donc on imagine l'effet que ça a pu avoir sur l'esprit du jeune Saint Bruno et comment ça a déterminé la suite de sa vocation religieuse. Donc c'est vraiment un message, une histoire avec des épisodes très forts et une clarté extraordinaire, car là c'est l'un des trésors de l'atticisme, donc une peinture qui est soigneusement mise en scène, soigneusement dessinée, avec vous voyez, ces fonds posés en perspective, légèrement estompés, pour mettre en valeur les personnages, les expressions qui participent au récit et qui permettent de le lire, donc vraiment une histoire qu'on raconte. Si l'atticisme s'impose comme l'un des styles dominants dans la peinture française du XVIIe siècle, une vraie diversité de manières demeure. D'autres peintres font ainsi le choix de placer au centre de leur art la représentation des choses du réel. Ces peintres de la réalité nous occuperont lors du prochain épisode.